Anne Cadiofeit, bonjour, merci de nous accueillir à l'ODA. Vous avez décidé aujourd'hui de nous faire un cours sur la formation continue auquel sont astreints les avocats en exercice. Oui, Rémi, mon cher futur confrère, c'est une obligation que vous allez vous-même, de même que tous vos camarades, devoir respecter dès que vous aurez prêté serment. Alors d'abord, les textes, que vous les connaissiez, vous avez l'article 14.2 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 85 du décret du 27 novembre 1991, et également la décision normative du Conseil national des barreaux numéro 2011-14, comme on dit au pénal, tenu pour lu. Je vous renvoie à la lecture de ces textes. Cette formation continue, on peut l'envisager sous deux aspects. Est-ce une contrainte ou finalement est-ce une opportunité? D'un point de vue juridique, c'est une contrainte. L'avocat a l'obligation, à minima 20 heures par an ou 40 heures sur 2 ans, de suivre cette formation continue validante. Le Conseil de l'ordre du barreau auquel appartient chaque avocat va vérifier le respect de cette obligation tous les ans. Dans le cas où cette obligation n'aurait pas été respectée, la sanction est celle qui s'applique à un manquement à une obligation professionnelle et le bâtonnier pourrait, en cas véritablement de défaillance, renvoyer l'avocat, et ce qui arrive déjà d'ailleurs, devant le conseil de discipline. D'accord. Alors quelles seraient les sanctions à ce moment-là qui pourraient être prononcées à l'encontre d'un avocat qui ne respecte pas son obligation? L'échelle des sanctions en matière disciplinaire est toujours la même, on va de l'avertissement jusqu'à la radiation. C'est en tout cas la sanction qui est aujourd'hui envisageable, puisqu'il n'y a pas de sanction particulière qui ait été édictée par le législateur de la profession lorsqu'il a, en 2004, le 31 décembre 2004, instauré cette obligation de formation continue, mais non pas parce que c'était un oubli, mais parce qu'il voulait conférer à cette obligation un sens important, et que tout manquement à une obligation professionnelle peut en effet entraîner, exposer l'avocat à un risque de poursuite disciplinaire. Je ne pense pas que vous risquiez la radiation, sauf si votre défaut de compétence vous a amené à commettre des choses absolument inouïes. Alors, C'est vous nous avez parlé pardon, de l'obligation générale de formation des avocats en exercice. Qu'en est-il du jeune avocat justement qui démarre la profession? Alors, le jeune avocat va, dès sa prestation de serment, devoir lui aussi assumer cette obligation de 20 heures de formation continue dans sa première année, et va, pendant les 2 premières années, être tenu à l'intérieur de ces 20 heures de suivre 10 heures de formation en déontologie. Si vous avez un bâtonnier qui apprécie les situations, on peut complètement intégrer ces 10 heures de formation déontologique à l'intérieur d'autres formations qui traiteraient de thèmes différents. Mais je cite l'exemple, si vous évoquez le secret de l'instruction qui va de pair avec la confidentialité, vous êtes en plein dans un enseignement déontologique. Voilà. En tout cas, ces 10 heures sont dans les 20 heures, ce n'est pas 10 heures qui se rajoutent aux 20 heures. Et du coup, là, vous nous parlez en termes d'application concrète, du coup, où se tiennent ces formations, comment sont-elles Alors, les textes qu'on évoquait, notamment la décision normative du Conseil national des barreaux qui décrit les organisations ou les méthodes qui vous permettent de valider cette formation continue. Le texte commence à parler des cabinets d'avocats. Je ne vous ferai pas l'historique. Des cabinets d'avocats peuvent parfaitement organiser en interne, et c'est ce que font beaucoup les grandes structures, des formations internes qui s'adressent principalement aux avocats de ce groupe d'avocats. Mais le texte leur impose de publier ces formations et en particulier de les porter à la connaissance du Conseil national des barreaux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les CRFPA ont parfaitement la possibilité, et ça fait partie c'est une activité principale des CRFPA, de délivrer aux confrères de leur ressort des formations continues. Vous avez également d'autres organisations, car les écoles d'avocats n'ont pas le monopole de ce marché de la formation continue de l'avocat, mais ces organisations, telles que les grandes maisons d'édition ou beaucoup d'autres, doivent obtenir du Conseil national des barreaux la validation pour que les formations qu'elles délivrent, payantes bien sûr aux avocats, puissent être invoquées comme étant validantes au titre de l'obligation de formation continue pour ces avocats. Vous avez également
d'autres possibilités de valider vos heures de formation. Premièrement, en faisant vous-même de la formation. C'est validé, chaque heure de formation délivrée équivaut à 4 heures de formation suivie. Et vous avez également la possibilité de valider votre formation si vous faites des publications en fonction du nombre de caractères qui seront comptabilisés et qui peuvent vous valoir donc de faire valider tout cela et d'en faire état bien sûr en justifiant auprès du bâtonnier tous les ans que vous avez respecté cette obligation. Et alors justement, en termes de modalités de suivi de formation, est-ce qu'on peut suivre des formations dématérialisées en e-learning? Absolument, et le texte le prévoit, toujours les textes, mais en l'état de notre réglementation, sur les 20 heures annuelles, vous ne pouvez pas valider plus de la moitié en e-learning, donc seulement 10 heures en e-learning. D'accord. Et qu'en est-il des spécialités? Quand on est spécialisé dans un contentieux particulier, est-ce qu'on est astreint à se former dans n'importe quelle discipline? Absolument, vous avez même une obligation renforcée. Lorsque vous avez une spécialité, vous devez vous former tous les ans en fonction d'un certain nombre d'heures, faute de quoi vous encourez le fait d'être défait de cette spécialisation qui vous a été accordée à une époque où vous la méritiez. C'est une obligation fondamentale. Je formulerai une observation, c'est que cette obligation de formation continue devient d'autant plus importante que s'il peut vous arriver d'accepter un dossier et que dans ce dossier, vous puissiez éventuellement être mis en cause pour un manquement par rapport à un conseil que vous auriez donné, et que l'on découvre que vous n'avez pas suivi votre obligation de formation, on pourra peut-être imputer à ce défaut de suivi de formation cette faute civile, de responsabilité civile, qui peut être aussi analysée comme étant un manquement aux règles professionnelles. Alors concrètement, comment ça se traduit justement l'engagement de cette responsabilité civile Alors, c'est la raison pour laquelle, plutôt que de ne l'envisager que comme une contrainte, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui chez les beaucoup plus jeunes avocats, d'abord parce qu'on appréhende cette nécessité de se former tout le long, il vaut mieux le voir en termes d'opportunités. La première opportunité, c'est que très souvent, ces formations s'effectuent en présentiel et sont des lieux, des moments où l'on peut échanger et rencontrer ses confrères. Et c'est précieux pour conserver cet esprit qu'est la communauté des avocats et des avocates. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet également, ça facilite une communication, soit pour l'avocat lui-même, soit pour la profession lorsqu'elle communique sur les savoir-être et les savoir-faire des avocats, sur cette qualité professionnelle, cette valeur ajoutée qu'a l'avocat en tant que professionnel du droit. C'était d'ailleurs ce qui avait animé le législateur de la profession lorsqu'il avait décidé d'instaurer cette obligation. C'est une opportunité parce qu'elle va également nous amener à travailler de manière différente. Bien sûr qu'il faut se former, on se forme tous les jours. Et la formation commence également avec la vérification systématique, quotidienne, un peu répétitive, de toutes les connaissances juridiques que nous avons, je dirais, au fil de l'eau. Mais vous avez autre chose, c'est que probablement grâce à cette formation continue, ça va vous permettre de conserver ce qui fait l'originalité de l'avocat. Ce n'est pas simplement qu'il soit un professionnel du droit. Il y a même de meilleurs juristes que l'avocat. C'est d'avoir cette compréhension, cette vision globale à la fois de la société, puisque le droit évolue en fonction de l'évolution de la société, mais également justement de cette globalité du droit. On peut être spécialiste en droit ou de fait sur un aspect, mais que signifie cette parfaite connaissance de son propre domaine si on ne l'intègre pas dans un ensemble beaucoup plus vaste et qui va vous amener également non seulement à voir la nécessité qui existe aujourd'hui et probablement demain encore plus, de manière forte, que ce soit de manière structurelle ou que ce soit de manière conjoncturelle, à travailler avec d'autres professionnels, d'autres confrères. Exemple, le divorce. Vous avez l'analyse d'une prestation compensatoire avec deux époux qui disposent de parts dans des sociétés. Il va y avoir une incidence fiscale. On ne vous demande pas d'être fiscaliste, mais parmi le conseil que vous devez délivrer à votre client ou à votre cliente, vous aurez celui de dire il faut examiner les aspects fiscaux et savoir conseiller le fait qu'il faille faire appel
un de vos confrères Alors, fiscalise. justement, vous parlez de spécialité, je rebondis là-dessus. Évidemment, l'avocat ne peut pas être omniscient. Je crois que vous souhaitiez aborder la compliance, justement. Qu'est-ce que la compliance? Alors, qu'est-ce que la compliance? Et on peut se poser la question, quel lien on fait entre la compliance et la déontologie? Alors, si vous le permettez, on va prendre des définitions. Qu'est-ce que la déontologie en réalité? La déontologie, c'est avant toute chose un ensemble de mesures de prévention, de précaution, avec un S, et en réalité de gestion des risques. Le métier d'avocat est un métier dans lequel on s'expose à des risques. La compliance, sa définition, elle est la suivante. Un ensemble de règles et techniques qui permettent de garantir qu'une organisation, une entreprise, une association, se conforme aux réglementations auxquelles elle est soumise et ou ses activités, ainsi qu'aux autres réglementations, aux autres règles auxquelles elle aura volontairement adhéré. Parce que ce que vous devez également intégrer, vous, mes futurs confrères, c'est l'existence de deux droits. Celui que l'on appelle le droit dur, c'est-à-dire le droit normatif, que ce soit les textes, que ce soit la jurisprudence, en matière de droit interne et en matière de droit international, mais appréhendez, appropriez-vous également ce que l'on appelle le droit souple, qui est de plus en plus important. Je pense, citons un texte, par exemple le Pacte mondial de 2000 des Nations Unies, qu'on appelle le Global Compact, c'est un texte fondamental. Ce sont toutes ces réglementations auxquelles les entreprises vont adhérer, soit parce que désormais elles y sont contraintes par la loi, et on peut penser aux grandes entreprises qui doivent avoir par exemple un plan RSE ou un plan développement durable. Je pense à une règle extrêmement intéressante qui s'appelle la norme ISO 26000, qui n'est pas une norme certifiable, qui est une norme comportementale. Et si la loi s'impose, en revanche, ces normes-là, on y adhère, mais à partir du moment où on y a adhéré, on l'a affiché, et si on manque au respect, on engage sa responsabilité et sa réputation. Donc, vous voyez, les domaines sont également très importants. Vous avez le domaine, vous allez conseiller des entreprises dans le droit de la concurrence, dans le respect de la fiscalité, le respect des appels d'offres. Vous êtes tout à fait au fait en matière de droit du travail et toute la réglementation en matière de respect du droit des salariés, de la sécurité des salariés, de l'hygiène, en droit de l'environnement. Tous ces concepts-là, il y en a bien d'autres encore. Vous allez pouvoir être cet expert, et à mon sens, l'avocat, compte tenu de la maîtrise qu'il a de la notion d'éthique grâce à cette assimilation de la déontologie, peut valablement, et c'est déjà le cas, notamment dans les grandes structures, être cet expert de la compliance, car ce que je viens de vous citer, ce sont des règles de droit, et être à même d'établir des programmes de compliance, ce qui se fait déjà notamment dans les grandes structures, car les grandes entreprises internationales ou les entreprises qui ont beaucoup de marchés sur l'international, c'est-à-dire qui travaillent de manière transfrontalière, avec des réglementations différentes, mais qui doivent se combiner, les cabinets d'avocats gèrent déjà ça en établissant pour elles ce qu'on appelle ces programmes de compliance. Alors soit à l'intérieur de la structure, il y a ces différentes compétences qui vont permettre que le cabinet est outillé en termes de compétences pour pouvoir préparer ce programme de compliance, mais la compliance, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. Parfois, on fait de la compliance sans savoir le faire. Et je crois que pour vous, les jeunes avocats, avec tout ce qui va se passer, toutes ces grandes transformations, et même si vous êtes un avocat tenté par l'activité plaidante, eh bien, il faut que vous intégriez absolument cette nécessité qu'il y a de savoir faire appel aux autres, de travailler, c'est ce qu'attend le client, de partager vos compétences, c'est-à-dire d'avoir cette vision globale, c'est vraiment une obligation pour l'avocat, ce n'est pas un chercheur au CNRS, et de pouvoir la proposer, de pouvoir la diagnostiquer et de pouvoir la conseiller. Et du coup, quelle est la finalité de la compliance, du coup, partir de... C'est un corps d'avocats du coup qui se met au service de l'entreprise pour la conseiller sur les normes à adopter. Imaginons, vous avez un client qui vient vous voir, qui est une petite entreprise. Il n'ira peut-être pas voir une grande structure parce que déjà de garer sa voiture sur le parking, quand il voit celle des autres, il n'ose pas mettre la sienne. Bon.
il vient vous voir. Il vient vous voir pour des règles, il a un problème particulier. Si au regard de la compétence que vous avez, vous n'êtes capable de ne répondre qu'à une seule des préoccupations, qui est peut-être celle qu'il vous a exposée, parce qu'il ne connaît pas encore les autres, parce qu'il ne lui-même ne les a pas diagnostiquées, c'est pour ça qu'il a besoin d'un avocat, mais que la problématique qu'il vous pose, en réalité, vous renvoie, vous, le juriste que vous êtes, le professionnel du droit que vous êtes, à d'autres problématiques possibles, et en lui disant, il faut que tout ça soit établi, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes, ce que nous en droit on appelle les tiers, on va bien au-delà, c'est-à-dire que ce sont les fournisseurs, c'est le banquier, ce sont les clients, ce sont les consommateurs, eh bien vous allez pouvoir concevoir avec lui la nécessité de mettre aux normes en réalité son entreprise pour qu'elle soit viable, pour qu'elle puisse être concurrentielle, je dirais même pour qu'elle puisse continuer à exister. Et vous allez lui dire, peut-être pas en utilisant obligatoirement ce terme, vous l'utiliserez peut-être un peu plus tard, on va mettre en place une réflexion fondée sur la compliance et on va faire le tour de tout ça, où en êtes-vous, on va faire des audits avec vos salariés, le respect des règles et hygiène, est-ce qu'il y a des masques ou pas des masques, est-ce que votre défibrillateur il fonctionne, si vous êtes dans une entreprise, par exemple de garagiste, qu'est-ce que vous faites de vos huiles de vidange, comment vous rangez les outils, les questions de sécurité, voilà, tout cet ensemble-là qui, dans le juridique, que vous ne maîtrisez pas et que vous allez pouvoir travailler en pool avec d'autres confrères, ce qui peut d'ailleurs être extrêmement intéressant, hein, parce que vous allez apprendre à travailler ensemble et dynamiser et renforcer la politique de l'avocat. C'est un modèle en plein essor, je crois. C'est Absolument. potentiellement l'avenir de... Mais dites-vous que ce modèle de la compliance, il n'est pas réservé qu'à certains. C'est votre avenir. Hein. Et même si vous avez envie de faire du pénal, toutes les réglementations que nous évoquons là, et même les normes qui peuvent être obligatoires, même si elles ne sont pas dans la loi, peuvent vous exposer, en cas de manquement, enfin votre client, à des sanctions pénales. Et même pour celles et ceux qui veulent continuer dans cette voie-là et être des avocats judiciaires, il y a là, pardonnez-moi, ça n'a rien de trivial, un marché absolument important, avec des sanctions à la clé qui sont d'importance. Je prendrai l'exemple du RGPD, le fait de ne pas, pour une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, les cabinets d'avocats d'ailleurs aussi, nous sommes des entreprises, qui ne respecteraient pas la réglementation en matière de conservation et protection des données personnelles, s'expose à des sanctions pénales et à des amendes extrêmement importantes. Donc il y a là aussi un aspect que le pénaliste, c'est-à-dire celui qui est plus intéressé par cette matière-là, qui va l'intéresser. Donc ce pénaliste, s'il ne connaît pas ces règles-là, s'il ne comprend pas comment fonctionne une entreprise, on ne plaide pas ces affaires-là comme on va plaider une affaire de mœurs. Mais les enjeux sont considérables. Ils sont considérables sur le plan économique. Une terrible amende peut ruiner une entreprise et mettre au chômage énormément de gens qui sont des salariés pour ces manquements-là. Donc, ça vous renvoie également, cette obligation de formation continue, quand on la prend comme une opportunité, à ce rôle fondamental qui peut être celui de l'avocat, ce métier que vous choisissez, que vous avez choisi, c'est qu'on est aussi un acteur de la société, un acteur de la citoyenneté, et ce que nous proposons aux gens, c'est bien plus que nos connaissances en droit, c'est aussi que ce droit qui s'applique à tous, ce contrat social, eh bien nous puissions le mettre en œuvre. Et nous puissions le mettre en œuvre peut-être aussi avec des valeurs qui sont bien sûr variables d'un être à un autre, d'un avocat peut-être aussi à un autre, mais qui sont celles qui émergent. Et on le voit avec cette grosse crise sanitaire, eh bien c'est les valeurs de l'éthique, c'est les valeurs de la solidarité et c'est les valeurs du respect. C'est les valeurs tout simplement du respect des droits de l'homme et de la dignité. Alors je fais le lien avec l'actualité pour revenir à l'obligation de formation continue. Qu'en est-il? On sait que c'est un volume horaire important de formation, 20 heures annuelles. Comment ça se passe en période de crise, comme en ce moment, en période de crise sanitaire, si l'avocat ne peut pas s'astreindre à suivre ces 20 heures de formation continue avant la fin de l'année? Alors, il y a une première chose qu'il faut observer, c'est qu'il y a énormément de groupes, et notamment via les réseaux sociaux qui se sont constitués, dans lesquels des confrères font des formations, comme nous sommes en train d'en faire une, et les offrent à leurs confrères. Alors, au niveau des autres, de ces 20 heures, il est évident qu'à situation exceptionnelle, il y aura des solutions exceptionnelles, que cette obligation de suivi des 20 heures
sera examiné avec la bienveillance qui s'impose par les conseils de l'ordre et par les bâtonniers. Anne Cadiofé, merci de nous avoir fait ce cours sur l'obligation de formation continue. Je rappelle simplement à nos camarades qui peuvent poser les questions sous la vidéo en commentaire, on les transmettra et Maître Cadiofé vous répondra dans une prochaine vidéo. On se retrouve prochainement pour un futur cours. Mais avec plaisir et avec joie. Merci beaucoup.